Il y a quelques instants encore, le président américain, et beaucoup de choses qui relèvent du débrief, de ce face-à-face entre Xi Jinping et Donald Trump. Très intéressant, sur le nucléaire, sur l'Iran, sur Taïwan, etc. Qui est autour de la table? Isabelle Saporta est là, Gwendoline de Bono du service international de l'LCI est là, le général François Chauvincy nous fait l'honneur d'être présent parmi nous. Bonjour mon général. Nous sommes avec Pierre-Antoine Donnet, rédacteur en chef du trimestriel Asia Magazine. Et je le dis et je le redis, l'Iran fait partie du continent asiatique. L'Iran est un pays asiatique, mesdames, messieurs. Et oui, parfois, la géographique est un tantinet contre-intuitive, tout comme le Liban, tout comme Israël, qui participe à l'Eurovision, certes, mais qui est un pays asiatique, mesdames, messieurs. Après ce petit point géographique, je salue Richard Verlick qui est avec nous et Didier Edjadi, sociologue universitaire et asiatique, n'est-ce pas, puisque vous êtes iranien. Absolument. Mais cette dimension asiatique, elle est revendiquée par les Iraniens, etc. Nous sommes un État de l'Asie ? Non, pas tellement. Oui. Les Iraniens disent nous sommes l'Empire perse. Nous sommes l'Empire perse. Voilà, on est au-dessus de ça. Merci Didier. Nous allons débriefer ce qu'a dit Donald Trump parce que c'est tout frais, c'est en train de tomber, d'être traduit par nos services. Je vous laisse la parole parce que vous êtes connecté en connexion permanente avec la régie Nivine Potros. Exactement, de très nombreuses déclarations du président américain 48 heures après son voyage de 48 heures en Chine. D'abord sur Taïwan bien évidemment, mais également sur l'Iran. Le président américain propose un moratoire de 20 ans, une pause de 20 ans de l'activité nucléaire iranienne. Attendez, recommencez. Il propose, Donald Trump, un moratoire, une Exactement. pause de 20 ans. De 20 ans sur le programme nucléaire iranien. Autrement dit, si les Iraniens s'engagent à cesser leur recherche sur le nucléaire pendant 20 ans, les États-Unis pourraient bien potentiellement arrêter la guerre qui s'y déroule. Autre déclaration choc de Donald Trump. Xi Jinping est convaincu, selon lui, que l'Iran ne doit pas posséder l'arme nucléaire. Là aussi, je traduis. Cela veut dire que Pékin et Washington sont d'accord sur le devenir, en tout cas, de la guerre en Ukraine, du programme nucléaire iranien. Les deux dirigeants ont également parlé de l'Ukraine et surtout, donc je le disais en introduction, ils ont parlé de Taïwan, le sujet de discorde entre les deux grandes puissances sur une éventuelle vente d'armes américaines à Taïwan, vente qui était programmée. Eh bien, Donald Trump semble faire marche arrière. Je vais prendre une décision dans les prochains jours. Les choses s'accélèrent avec donc ce briefing du président américain. Je vous propose d'écouter l'une de ses déclarations, donc il y a quelques instants à bord de l'avion présidentiel. Le président Xi Jinping et moi avons beaucoup parlé de Taïwan. Nous avons parlé de Taïwan et de l'Iran et je pense que nous sommes d'accord sur chacun de ces sujets. À propos de Taïwan, il ne veut pas de guerre pour l'indépendance car ce serait très violent et je l'ai bien entendu à ce sujet. On commence, mesdames, messieurs, par Taïwan, parce que encore beaucoup de choses ont été dites. Sur le nucléaire iranien, je voudrais vous entendre, Didier Edjadi, sur l'Iran en général, mais on commence par Taïwan. Est-ce que ça veut dire, là, qui veut la parole? Est-ce que ça veut dire, tiens, Richard Verlick, qui arrive tout droit des Émirats Arabes Unis, qui vient d'atterrir ce matin, qui n'a pas dormi, on va voir s'il est... Bien dormi. Ah, vous avez bien dormi, bon, ça va. On va voir s'il est vif d'esprit, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire que les deux hommes sont tendants? Donald Trump étant celui qui a déclenché un certain nombre de guerres en dehors du droit international ces derniers temps, est-ce que ça veut dire que Xi Jinping lui a dit « tu m'embêteras pas trop sur Taïwan ». Est-ce que ça veut dire en gros que les États-Unis vont laisser tomber Taïwan d'une façon peut-être soft, mais d'une façon certaine quand même? Je suis pas sûr que les États-Unis vont laisser tomber Taïwan. Je pense pas que c'est stratégiquement possible. En revanche, de toute manière, les Chinois ne demandent pas la peau de Taïwan maintenant. Ils sont dans le long terme. Et là, pour le coup, effectivement, ce dont ils sont en train de s'assurer, c'est qu'à l'horizon de 10, de 20 ans, comme par hasard, le même horizon que le nucléaire iranien, celui qu'on est en train d'évoquer, la détermination américaine sur Taïwan ne sera peut-être plus la même. Après, moi, ce qui me frappe, c'est que si vous enlevez l'effervescence, les déclarations, etc., on a quand même l'impression que les deux hommes se sont entendus. Qu'ils ont trouvé un terrain d'entente commercial, un terrain d'entente sans doute autour de Taïwan, avec des guillemets, et
un terrain d'entente sur l'Iran, et le nucléaire pourrait bien en faire partie. Pierre-Antoine Donnet, vous qui êtes spécialiste de l'Asie, comment vous l'interprétez, cette déclaration de Donald Trump? Ça y est, la Chine et les États-Unis sont devenus meilleurs amis, ils s'entendent sur Taïwan, problème réglé? Non, loin de là. Si vous voulez, en fait, il cherche à rentrer aux États-Unis avec une visite réussie. Donc on verra ce qui se passera plus tard. Mais si effectivement les États-Unis renoncent à cette nouvelle vente d'armes qui totalisait 14 milliards de dollars, ce serait un signe probant qu'effectivement l'attitude des États-Unis à l'égard de Taïwan change. Et je voudrais juste rappeler les enjeux pour les États-Unis qui franchement sont immenses. Ils sont même gigantesques, parce que Taïwan est situé géographiquement exactement au milieu de la première chaîne d'îles qui ouvre la voie au Pacifique. Et si la Chine s'empare de Taïwan, sur le plan militaire, elle contrôlerait non pas seulement, ce qui est déjà le cas, la mer de Chine du Sud, ce qui est à peu près 4 millions de kilomètres carrés quand même, mais en plus, la mer de Chine orientale, la mer du Japon. Ce qui fait que les pays comme le Japon, les Philippines, la Corée du Sud seraient totalement isolés face à la Chine. Et par contre-coup, toute l'influence américaine en Asie, c'est terminé, et surtout la confiance. Mais vous allez jusque-là, parce qu'il faut avoir quand même une haute conscience de la géographie. Là. On dit toujours que la géographie précède toutes les disciplines dans les sciences humaines. Mais là, la géographie que vous nous racontez, c'est que ce Taïwan, ce petit bout de terre à 200 km des côtes de la Chine, qui n'est plus véritablement chinois depuis 1949, et en réalité, il est éminemment stratégique parce qu'il couperait des alliés naturels des États-Unis eux-mêmes, si jamais Taïwan devenait pleinement chinois. C'est ça que vous dites? Oui, tout à fait. Si vous voulez, je crois que l'ambition chinoise est très claire, celle de Xi Jinping, c'est d'essayer de chasser les Américains de l'Asie. S'ils y arrivent, ils deviennent les maîtres de l'ensemble de cette région. C'est un raccourci, mais c'est vraiment la réalité. Et là, le vrai verrou géostratégique, c'est Taïwan. Parce qu'après, il y a la deuxième et troisième chaîne d'îles, mais le Pacifique leur serait ouvert. Ce qui fait que des pays comme le Japon seraient complètement démunis. Leur allié américain disparaîtrait et vraiment, l'équilibre serait bouleversé en faveur de la Chine. Absolument, et j'ajoute à ce que vous dites qu'il y a un autre problème pour la Chine qui, en fait, sa géographie maritime, elle n'a pas tellement de chance. Parce qu'effectivement, les mers qui donnent sur la Chine continentale sont assez peu profondes. Et on sait que la Chine, elle a pour l'instant un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est-à-dire un sous-marin capable de porter sa dissuasion, et un sous-marin, ça a besoin d'eau profonde pour se diluer. Pour l'instant, c'est assez compliqué pour la Chine parce qu'elle est entourée de détroits et d'eau peu profonde. Et après Taïwan, il y a vraiment l'océan. D'où l'intérêt d'accéder à Taïwan pour la Chine. Et c'est pas pour rien qu'on a vu un sous-marin nucléaire lanceur d'engins américain faire surface à Guam, donc sur la deuxième chaîne d'îles, juste avant la rencontre entre le président chinois et le président américain. Vous aussi, vous êtes convaincu que les Américains, pour toutes ces raisons que... Franchement, merci d'avoir expliqué tout ça à des gens qui, comme moi, ne sont pas des experts du continent asiatique. Vous aussi, vous pensez que les Américains ne pourraient pas, ne voudraient jamais laisser tomber Taïwan? Non, je pense que pour plein de raisons stratégiques, et aussi celle-là, pour éloigner la dissuasion chinoise, empêcher la dissuasion chinoise de s'approcher des côtes américaines, ça compte quand même. Mais sur quoi alors, restons sur Taïwan. Sur quoi ont-ils tapé dans la main Xi Jinping et le président américain? Apparemment, tout va bien sur le dossier Taïwan. Vous me dites, mais non, les Américains, tout le monde est d'accord ici, les Américains ne laisseront jamais tomber Taïwan. D'accord. Alors ils ont tapé dans la main sur quoi? Moi, je pense pas. Ah, vous pensez pas? Non, moi, je ne pense pas. Enfin, je pense que, si vous voulez, on est parti vers des renoncements, de renoncement de la part de Donald Trump. Il a gelé les 13 milliards ou les 13 milliards à venir d'armement. On est quand même dans une période là. Vous pensez quand même pas qu'il est allé là-bas avec Xi qui lui dit c'est le piège de Thucydide. Alors, je sais que vous n'avez pas aimé quand j'ai parlé du piège de Thucydide, mais on va quand même revenir 2 secondes sur ce piège de Thucydide. Ça raconte quoi, le piège de Thucydide? C'est les guerres du Péloponnèse. Ça raconte qu'en fait, il dit très clairement aux États-Unis, vous êtes la puissance en place, nous sommes la puissance montante. Si nous entrons en guerre, c'est l'anéantissement des deux. Parce que certes, celui dans lequel il se projette perd. Le Chinois perd dans la guerre du Péloponnèse, puisqu'il se voit en Athènes, donc Athènes perd, mais Sparte est annihilée, ne se remet jamais. Donc il lui dit c'est ça. Et qu'est-ce qui est le verrou de Thucydide? C'est Taïwan. Enfin, je veux dire, pardon,
pardon, mais moi je pense qu'on peut pas être plus clair que l'a été Xi, en fait. Donc il a dit, si j'ai pas Taïwan, c'est la guerre, en fait. Et donc, vous pensez comment il raconte quoi, là, Trump? Il dit, voilà, on va trouver un accord à 20 ans sur l'Iran et sur le nucléaire iranien, qui était déjà l'accord qu'il leur proposait il y a un mois, 2 mois, je sais plus, enfin bon, ça n'a pas bougé. Hein. Et on est tombé d'accord avec Xi. On est tombé d'accord sur quoi? Il a dit, la seule chose qui soit un no-go pour moi, c'est Taïwan. Et là, comme par hasard, il a quand même fait signer aux États-Unis. Les États-Unis ont fait signer à Taïwan un accord de 250 milliards de transfert de technologie de la part de Taïwan. Donc, moi, je vous trouve très optimiste tous. Moi, je ne le suis pas du tout, en fait. Mais peut-être que je me trompe complètement. Hein, et que les Américains vont faire des coups à 15 vents, mais comme pour le moment, ils sont... Très bien, mais que le débat vive sur cette antenne, contrairement à ce que vous pensez toutes, Isabelle Saporta et toutes, dit je ne suis pas d'accord, sur Taïwan, le président américain a renoncé. Alors moi, je suis d'accord. En l'occurrence, je suis d'accord avec Isabelle. Je pense qu'ils ont trouvé un terrain d'entente. Il faut bien peser ces mots, mais il est clair que sur Taïwan, Donald Trump, et c'est là la nuance, Donald Trump, dont le mandat se termine en 2028, ne l'oublions pas. Donald Trump est prêt à faire des concessions sur Taïwan, très largement symboliques. Et de toute manière, pour l'instant, ce que veulent les Chinois, c'est des concessions symboliques. Ils ne veulent pas autre chose. Il est prêt à les faire durant l'exercice de son mandat pour sortir victorieux de sa guerre en Iran. Que se passera-t-il après 2028 ? C'est l'avantage des démocraties, c'est que les présidents changent et qu'un nouveau président pourrait prendre une toute autre position. Alors, est-ce que les États-Unis sont en train de lâcher Taïwan, oui ou non? On aura la réponse dans les prochains jours. Parce qu'à bord de Air Force One, Donald Trump a dit aussi, concernant une livraison d'armes américaines qui était prévue pour l'île, qu'il donnerait sa réponse dans les tout prochains jours. Autrement dit, d'ici une semaine à peine, on saura si officiellement les États-Unis s'engagent à livrer 14 milliards de dollars d'armes à Taïwan ou non. Voilà pour ce dossier taïwanais. Évidemment, il a été aussi question du dossier iranien, on l'a beaucoup dit. Et là aussi, j'aimerais votre réaction sur cette déclaration de Donald Trump concernant la proposition de paix formulée par les Iraniens et très vivement rejetée par les Américains. J'ai regardé le document, je n'ai pas aimé la première phrase et j'ai jeté le document. C'était inacceptable. Il n'était pas d'accord pour ne pas avoir l'arme nucléaire, donc je n'ai pas lu le reste. Bon, alors, moi je parlais là, on me parlait dans l'oreillette, j'en ai un peu marre qu'on me parle dans l'oreillette au moment où on découvre des sons qu'a dit exactement Donald Trump. Je vous dis franchement, c'est insupportable. Moi je suis tout à fait d'accord qu'on communique avec la régie, mais pas quand on découvre tous ensemble un son, ou autrement, Donnez-moi votre on peut faire remplacer. Donne l'oreillette, oui. Non, j'embrasse la régie parce qu'ils sont très performants, ils bossent super bien, mais et j'embrasse Clara qui est au bout de l'oreillette, mais franchement, quand on découvre un son tous ensemble, c'est difficile. Voilà. Qu'est-ce qu'il disait le son ? Eh bien, il disait tout simplement qu'il a déchiré la proposition de paix envoyée par l'Iran. On le savait, hein, Washington a été très dur sur ce plan de paix iranien, balayé d'un revers de la main par Donald Trump. Il a eu raison, Donald Trump, de dire non au régime des Mollahs, Didier ? Il a raison. Il a raison. Oui, bien évidemment, car la réponse du régime iranien, ça a été une évidence complète, si vous voulez. Dès le départ, le régime iranien, par rapport aux exigences américaines, ne veut pas céder, ne veut pas changer sa position, c'est-à-dire la question nucléaire, avoir une bombe atomique chiite, et également toute la question, effectivement, des missiles et des réseaux terroristes au Moyen-Orient et tous ces points-là, plus le détroit d'Ormuz. Et bien évidemment, pour le régime iranien, ça a été toujours, il a répété, et comme vous le savez également, ajoute à cela également, la question donc de Hezbollah doit rester absolument dans le cadre effectivement d'un accord éventuel, que les Américains ils le rejettent, ainsi que effectivement le nouvel impôt que le régime iranien cherche à imposer à l'ensemble des navires. La taxe Hormuz. Enfin, un impôt qui n'est pas inventé par Bercy. Enfin, mesdames, messieurs, la taxe Hormuz. Didier Idjadi, tout à l'heure, je posais plus sérieusement une question à une intervenante et à mon plateau, vous n'étiez pas là, donc je voudrais votre avis sur cette question. Je disais que finalement, les gardiens de la Révolution, cette milice idéologique, je ne parlais que des gardiens de la Révolution, ont tout intérêt
que la guerre, dans sa dimension la plus brutale, reprenne. Les bombardements leur font du bien, disais-je, à eux, parce que quand on est bombardé, eh bien, il n'y a pas de rébellion, de révolte. Tous les Iraniens qui ont un sentiment patriotique sous les bombes serrent les coudes, et que finalement, c'est peut-être le seul moment où il n'y aura jamais de remise en cause du pouvoir absolu des gardiens de la Révolution. Est-ce que vous pensez que les bombardements, à eux, leur font du bien ? Écoutez, avoir toujours la guerre, c'est un fondement idéologique islamiste, car tout le monde parle idéologie. L'idéologie du régime, c'est de l'islamisme, là. C'est le djihadisme, effectivement, qui est le retour du 12e imam, si vous voulez. Et que d'ici là, il faut continuer la bagarre, il faut continuer le djihad contre le monde occidental. Vous faites partie des mécréants, n'oubliez pas, cher ami, là. Et donc, effectivement, le régime, il va toujours dans cette direction-là. Mais néanmoins, par rapport à la guerre, la question de la guerre, ils sont mentalement dans cette logique de guerre, de djihad, si vous voulez, et tant qu'ils n'ont pas la victoire finale, ils se trouvent toujours dans des mentalités effectivement de bagarre et de guerre. Mais néanmoins, si le régime iranien il atteint ses objectifs, c'est-à-dire si le monde le laisse tranquille pour avoir sa bombe, pour avoir ses missiles, eh bien, dans ce cas-là, OK, on fait plus de guerre. Mais tant que cela n'est pas atteint, eh bien, il est prêt pour continuer la guerre, si vous voulez, là. Et la guerre, c'est pas seulement au sens classique du terme, y compris une sorte de guérilla, y compris également le terrorisme. C'est-à-dire que c'est comme un moteur de voiture de course, il ne prend son sens que lorsqu'il est à haut régime et qu'il va très vite. De la même façon, après ces 47 ans d'idéologie des gardiens de la Révolution, on ne peut survivre que dans la guerre, puisque le principe, le fondement idéologique de tout ça, c'est la guerre, c'est le conflit, c'est l'affrontement face au grand Satan, au petit Satan, à l'Occident, au matérialisme occidental, etc. Enfin, l'affrontement face aux monarchies sunnites, qui sont tous que l'on déteste, finalement. On n'est pas comme les Saoudiens qui rêvent de paix sociale et de respectabilité. En Iran, finalement, ce régime-là rêve de guerre. Mais disons-le, il rêve de guerre et il a besoin de se nourrir de la guerre pour survivre. Exactement. Juste une dernière phrase, si vous voulez, là. Par rapport, effectivement, à la population iranienne qui rejette totalement ce régime barbare et islamiste, là. Donc, le régime, il sait que la grosse majorité n'est pas d'accord avec lui, là. Et que, par conséquent, il a une logique qui est de maintenir, effectivement, se maintenir au pouvoir et de nourrir également sa minorité, une minorité, enfin, sociale qui le soutient, mais également de dépenser toujours de l'argent, du pétrole iranien sur le monde entier pour pouvoir continuer sa logique de djihad. Merci, on voulait vous entendre sur ce point. Restez avec nous, bien sûr. Il faut qu'on parle d'une autre déclaration de Donald Trump à propos de l'Iran qui pourrait éventuellement changer le cours de cette guerre. Parce que Donald Trump s'est dit favorable à une pause de 20 ans dans l'activité nucléaire iranienne. Selon lui, c'est un gage suffisant pour mettre fin à la guerre. Si Téhéran s'engage à ne plus développer son programme nucléaire les 20 prochaines années, eh bien, Washington pourrait éventuellement se retirer. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter, Gwendoline de Bono ? Alors, 20 ans, ça Donald Trump l'a dit à plusieurs reprises. En fait, ce qu'il veut, c'est 20 ans avec zéro enrichissement. Donald Trump, les Américains, il faut bien comprendre, ce qu'ils essayent d'éviter, c'est de rentrer dans les détails techniques. L'administration américaine, il y a eu plusieurs témoignages, ne veut pas, considère aussi que pendant l'accord de Vienne, on est trop rentré dans les détails techniques et qu'on en a oublié l'essentiel, qui était le fait que les Iraniens ne doivent pas enrichir au-dessus d'un certain seuil, du seuil civil. Donc lui, il veut 20 ans avec zéro enrichissement, mais aussi voir pendant ces 20 ans tous les employés qui travaillaient sur la centrifugation aller ailleurs, dans un autre programme. Il veut que l'AIEA, pendant ces 20 ans, vienne constater le démantèlement des infrastructures d'enrichissement. Donc, si vous voulez, il veut que le programme nucléaire s'arrête. Et évidemment, ça, c'est son préalable. C'est pour ça qu'il ne le répète pas, que l'Iran rende les 440 kilos d'uranium enrichi à 60%. Donc, globalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il veut que l'Iran renonce à son programme nucléaire. Le problème,
c'est que c'est un régime qui a lié sa survie politique à son programme nucléaire militaire. Vous avez des pays qui ont arrêté leur programme nucléaire. L'Irak, 91, après un cessez-le-feu. L'Afrique du Sud, volontairement, a démantelé son programme nucléaire. La Syrie s'est fait frapper par Israël. Elle n'a pas continué son programme militaire, mais personne n'avait lié sa survie politique juste à ce programme militaire nucléaire. Qu'est-ce que font les Iraniens depuis 30 ans? Donc c'est là qu'il y a une impasse et un problème entre les deux. Il est le représentant de la grande muette. Il n'a pas encore parlé depuis 13h30. Le grand muet, le général François Chauvency. On aimerait vous entendre là-dessus, sur cette idée, car, encore une fois, c'est pas la première fois, réaffirmé. Il y a quelques instants, dans Air Force One, en rentrant de Pékin, le président des États-Unis, Donald Trump, s'il y a un moratoire, un arrêt total des activités nucléaires, militaires de la République islamique d'Iran pendant 20 ans, ça me va. Je dirais qu'il revient de Pékin où manifestement il a discuté avec son homologue chinois. Donc ils ont dû quand même faire un accord sur la politique à suivre. Et je dirais pour moi j'ai plutôt l'impression que c'est un retour un petit peu en arrière en quelque sorte, puisqu'on ne parle plus apparemment des 440 kilos d'uranium enrichi, du moins il n'est pas dans son monologue. Ensuite, il offre une porte de sortie, mais tout ce que vient de dire Gwendoline, j'en suis convaincu aussi. Dès lors que le régime est lié à la possession de la capacité à développer une arme nucléaire, comment voulez-vous qu'il cède? Nous avons quand même une dictature militaire aujourd'hui au pouvoir qui n'a pas l'intention de céder le pouvoir. Donc, alors, il y a une porte. Pour moi, je verrais une porte qui a été proposée à ouverte par Donald Trump. Est-ce que les Iraniens vont saisir l'opportunité? Est-ce que les Chinois par derrière vont pas non plus dire aux Iraniens, bon, vous avez compris, il y a quand même une porte qui a été ouverte grâce à nous, profitez-en, et peut-être qu'on va sortir de la crise. Bon, maintenant c'est une hypothèse, s'il y a une probabilité, je mettrai 20%. Donc je récapitule les amis, Je récapitule parce qu'il y a des gens qui nous rejoignent. Le président Donald Trump s'exprime à bord de Air Force One. Il rentre de Pékin où il a rencontré Xi Jinping. Les deux hommes forts de l'humanité tout entière ont parlé de Taïwan. La question, Trump a dit, on l'a entendu, Taïwan, on a beaucoup parlé de Taïwan. On saura dans une semaine si finalement il va accepter de livrer les 14 milliards d'armes qui étaient quasiment prévues, financées à Taïwan, ou si Donald Trump va renoncer sous la pression chinoise. Réponse dans les prochains jours. Premier point. Deuxième point, c'est 20 ans. 20 ans, voilà. Si pendant 20 ans, vous ne faites pas de nucléaire militaire, vous les Iraniens, ça me va. C'est ce qu'a dit dans Air Force One il y a quelques instants Donald Trump. On apprend beaucoup dans Air Force One. Peut-être plus qu'en allant sur place quand on est journaliste, suivre d'un peu près les rencontres sommet. Ça, c'est la deuxième chose. Est-ce que nous avons d'autres informations qui ont été lâchées par Donald Trump, Divine Potros? Oui, alors d'abord, une deuxième sous-information concernant le nucléaire iranien. Donald Trump a dit que Xi était du même avis que lui. Le président chinois serait convaincu que l'Iran ne doit pas posséder l'arme nucléaire. Très important. Très important. Oui. Pékin et Washington sont alignés. Alors, je vous vois réagir. Allez-y, parce qu'on a d'autres sons, évidemment, à vous faire entendre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites par le président américain en ce moment même. Pierre-Antoine Donnet. C'est très simple. C'est que la diplomatie chinoise est l'inverse de celle des États-Unis. Ils ne proclament pas à travers les haut-parleurs, mais ils agissent en douce. C'est en fait une diplomatie silencieuse. Or, même si les limites de la diplomatie chinoise au Moyen-Orient sont là, malgré tout, ils ont des clés vis-à-vis de l'Iran. Pour preuve, ils ont aidé clairement l'Iran à résister aux frappes américaines et israéliennes, dans la mesure où, on ne le dit pas assez, mais pure coïncidence, le 20 février, se trouvait au large d'Oman un bateau espion chinois qui était là, bien entendu. Ils anticipaient ce qui allait se passer et ce bateau était en mesure de contrôler tout ce que faisaient les Américains et également, en même temps, d'informer les Iraniens et de les aider également dans leur frappe à eux. Donc ça, c'est un. Deux, l'Iran était doté jusqu'à ces bombardements d'un réseau de radars perfectionnés chinois qui étaient là, qui ont d'ailleurs été détruits dès le premier jour, plus également un réseau de missiles qui sont aussi pour une bonne partie de fabrication chinoise. Et troisième élément, la Chine sera là quand on parlera de reconstruction. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à l'évidence, la Chine n'est pas du tout favorable à ce que l'Iran détienne l'arme nucléaire. Il faut se souvenir que dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, à chaque fois qu'il y a eu un chantage de la part de Poutine, la Chine était là pour dire non, pas ça.
Donc sur ce plan-là, je pense qu'ils peuvent se rejoindre. Alors, on va écouter à présent une autre déclaration du président américain, toujours sur l'Iran, mais cette fois sur le cessez-le-feu que Washington a décidé de signer avec Téhéran. Eh bien, selon Donald Trump, on l'a tout simplement forcé. Ce n'était pas une bonne idée. Écoutez. Nous avons mis en place le cessez-le-feu à la demande des autres pays. Si ça avait été moi, je n'aurais pas fait de cadeau. Mais nous l'avons fait pour rendre service au Pakistan, à son peuple qui est formidable et au Premier ministre. Voilà, c'est très clair. On a fait un geste au Pakistan, mais si ça ne tenait qu'à moi, on aurait continué les bombardements. C'est ça qui Non, mais on peut Donald rigoler Trump. quand même. Enfin, on peut Isabelle, juste, attendez, pardon, qu'est-ce qu'il y a on peut presque avoir un fou rire, pardon. Quoi. Pourquoi Parce qu'à chaque fois que c'est foiré, c'est de la faute des autres, en fait. C'est comme un gamin de 5 ans, Donald Trump, en fait. Allez, Donc 6 là, ans. allez, 6. Non, mais on peut arrêter de prendre au sérieux tout ce qu'il dit. Juste 2 secondes, quoi. Parce que là, si vous voulez dire non, mais moi, c'est vraiment, j'ai fait acte de charité. Bon, force est de constater que ça marche pas. Donc c'est la faute de quelqu'un d'autre. Et dans son immense mansuétude, il a accepté de faire plaisir au Pakistan. Bon, juste, il voit qu'il est dans un bourbier, il sait pas comment s'en débrouiller. Je sais pas, Richard, vous voyez C'est ça votre comment, analyse vous aussi, Richard? Oui, alors je voulais vous disiez que je revenais des Émirats. Il se trouve que j'ai participé à une conférence là-bas où il y avait plusieurs personnalités qui travaillent sur les questions, donc relations Moyen-Orient, Golfe Persique. Et ça nous ramène à la discussion Trump-Xi Jinping. Moi, j'ai été très surpris que au moins 2 intervenants lors de cette conférence ont dit en fait l'accord est scellé. Je dis pas que c'est vrai, je dis ce que j'ai entendu. vrai. En fait, l'accord est scellé. C'est-à-dire que si Xi Jinping ne veut pas, donc ça répète, ne veut pas que l'Iran ait l'arme nucléaire, donc c'est une trêve, c'est 20 ans, c'est 15 ans, c'est la Chine qui va récupérer les 440 kilos d'uranium avec l'aide de la Russie. Or, comme par hasard, Vladimir Poutine arrive à Pékin dans les jours qui viennent. C'est la Chine qui va se porter garant de cela, mais en échange, l'Iran va obtenir une grande concession. Ils vont garder leurs missiles et ils vont garder leur programme balistique de missiles avec un argument légitime. Je répète ce que j'ai entendu. Avec un argument légitime, c'est qu'aujourd'hui, la défense de l'Iran, elle est assurée par ses missiles. Et donc, l'Iran ne peut pas être sans défense dans un contexte régional. Ça voudrait dire que le régime iranien, qu'on a comparé d'ailleurs, lors de cette conférence à laquelle j'étais, au Pakistan. Au fond, l'Iran est devenu un deuxième Pakistan, c'est-à-dire un régime dirigé par son armée au nom du prophète. C'est exactement le cas au Pakistan. Vous avez une armée, c'est pas une théocratie, c'est un régime militaire, mais tout est fait au nom quasiment de la religion. Eh bien, c'est ça qui est c'est cette mutation iranienne qui est en train de se passer. Et effectivement, peut-être que l'accord a été scellé avec la Chine. À la différence que le Pakistan est un allié des États-unis. C'est aussi un allié de la Chine. C'est aussi un allié de la Chine. Le port de C'est un pays Gwadar. étonnant, le Pakistan, assez paradoxal. Le port de Gwadar, qui donne sur l'océan Indien, est un port entièrement construit par les Chinois. Tout à fait. Je parle sous le contrôle de Pierre-Antoine. Et en fait, vous avez 2 Pakistans. Vous avez un Pakistan politique qui est allié de la Chine contre l'Inde, et vous avez un Pakistan militaire qui est divisé, parce que vous avez toute une partie de l'armée pakistanaise qui traditionnellement est proche des États-Unis, mais en même temps, comme ils sont ennemis de l'Inde, ils sont obligés de travailler avec la Chine. Avec la Chine. Didier Idjadi, je connais vos passions et vos emportements. Je sais que vous faites partie de ceux qui, en Iran, souhaitent que Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran, vienne diriger un gouvernement de transition. Il ne serait pas roi dans ces cas-là, mais simplement le patron de cette transition vers la démocratie. Ça, c'est un rêve que beaucoup de gens de la diaspora, beaucoup d'Iraniens du monde entier caressent depuis des années. Mais on n'en est pas là. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous pensez, un retour vers le principe de réalité, de ce que dit à l'instant Richard Verly, c'est-à-dire qu'il y aurait un transfert du rôle de gendarme de la région, là, un transfert vers Pékin, et ce serait Pékin qui calmerait les esprits. Ce serait Pékin qui, comme Richard Verly nous le dit, dirait, vous allez nous remettre les 440 kilos de combustible nucléaire. Ce serait Pékin qui dirait, je vous laisse continuer à déployer vos vecteurs et vos missiles. Bref, ce serait Pékin le patron de la région. Je ne pense pas que ça va se dérouler ainsi. Car la relation entre la Russie et également le régime iranien, c'est une relation très très forte également là, à ne pas oublier là. À la fois sur le plan
militaire, renseignement, mais également, si vous voulez, voire idéologique également. Là. Oui, attendez, renseignement, on a beaucoup dit que les Russes aidaient les Iraniens, vous avez raison. La réalité, c'est qu'au large d'Oman, il y a alors ceux qui sont intéressés par tout cela peuvent regarder, c'est documenté sur Internet, une flottille chinoise avec des bâtiments de la marine chinoise, qui sont des bâtiments d'une qualité exceptionnelle, supérieure technologiquement aux bâtiments américains, puisque c'est des bâtiments de toute dernière génération qui sont sortis dans les arsenaux chinois il y a 2 ans, 3 ans, 1 an. Il y a des corvettes furtives, j'y connais rien, des destroyers, des bateaux de premier plan. Ils sont là, ils font du renseignement et ils sont bien plus efficaces que les Russes. Alors, si vous me demandiez qui est-ce que tu choisis pour te protéger entre Pékin et Moscou, je peux vous dire que je choisis tout de suite Pékin, moi. Hein. Principe de réalité. Hein. Donc vous dites que Moscou fait de la résistance. Moscou fait de la résistance, d'accord. Enfin, pardon, les patrons de la région, c'est les Chinois. Et, écoutez, le régime iranien, puisque au niveau international, il est isolé, donc il s'appuie sur la Russie, mais également de plus en plus sur la Chine. La Chine, vous avez absolument raison, c'est un pays qui a des relations sympathiques avec tous les pays du Golfe Persique. Vous savez que la Chine n'est fâchée avec personne dans le Golfe Persique. Exactement. Personne. Exactement. Les Saoudiens, les Émiratis, les Omanais, les Iraniens, ils s'entendent avec les Israéliens, les Libanais, avec tout le monde. Et c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas appuyer d'une manière unilatérale, uniquement, donc le régime, disons, islamiste en Iran, là. Il doit tenir compte des intérêts différents et divergents. C'est vrai. Deuxième point. C'est difficile d'être un allié privilégié de la République islamique et d'Israël, par exemple. Absolument. Et des Émirats. Un autre aspect qui est aussi important, on est en train de faire une analyse géostratégique, si vous voulez, là. Mais il y a une autre dimension, qui est la situation interne. En Iran, le régime, il est toujours barbare, il est toujours capable de faire beaucoup de massacres, mais il est très fragilisé, là. Donc, ce qui est absolument à tenir compte, effectivement, de ne pas se focaliser uniquement sur le détroit, sur la question, effectivement, ses relations avec telle ou telle puissance, mais regardons également ce qui se passe en Iran, et ce qui se passe en Iran, eh bien, la situation n'est pas brillante. Et un dernier point. Pardon, passe la parole à Gwendoline Bono qui voulait réagir aussi. Non, vous l'aurez encore. Vous l'aurez, juste Gwendoline. Non, je voulais réagir à ce que disait Richard. Il y a aussi quelque chose, un événement qui est important dans la tête de Donald Trump. C'est pourquoi moi je doute que la Chine ou la Russie prennent l'uranium, les 440 kilos d'uranium hautement enrichi. C'est Obama 2013 où Bachar al-Assad utilise du gaz sarin contre sa population dans la Ghouta. Barack Obama décide de ne pas frapper, c'est la fameuse ligne rouge. Et en échange, qu'est-ce qu'il fait ? On se rappelle moins de cette partie de l'histoire. Il oblige le régime de Bachar al-Assad à donner ses armes chimiques à la Russie. Et Donald Trump a cet épisode en tête parce que pour lui, c'est un des moments où les États-Unis ont abîmé leur pouvoir de dissuasion. Où les États-Unis avaient dit c'est notre ligne rouge, si vous utilisez les armes chimiques, on frappera. Ils n'ont pas frappé. Ils ont fait appel à un État tiers, la Russie, pour prendre les armes chimiques de Bachar al-Assad. Je doute que Donald Trump accepte aujourd'hui que l'uranium enrichi soit remis à la Russie ou à la Chine. Et puis surtout, là-dedans, même si un accord comme ça serait cohérent, je pense qu'on oublie le régime iranien. Je pense que même les Chinois vont avoir beaucoup de mal à convaincre le régime iranien de ne plus enrichir d'uranium pendant 20 ans et de donner leur uranium enrichi. Alors justement, sur le nucléaire iranien, Donald Trump disait hier qu'il pourrait potentiellement bombarder l'Iran pour récupérer cet uranium enrichi. Voilà ce qu'il déclarait hier. À bord du Air Force One, il y a quelques instants, on l'a interrogé à nouveau sur la suite de la guerre en Iran, sur la stratégie américaine, sur ce que comptait faire Washington ces prochaines semaines en Iran. Écoutez encore une fois la réponse américaine, elle est très instructive. J'aimerais vous le dire, mais je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas dire si nous allons bombarder l'Iran. La seule chose que je puisse vous dire très clairement, c'est qu'ils n'auront jamais l'arme nucléaire. Jamais ils ne l'auront. Encore une fois, Donald Trump, il laisse la porte entrouverte. Vous y croyez ou pas, cette menace d'une reprise des frappes ? J'y crois parce que c'est une possibilité, surtout qui ne doit pas être démentie. C'est-à-dire c'est un moyen de pression sur l'Iran. Et tous les moyens sont mis en place pour que cela arrive. Maintenant, le débat sur le nucléaire, on change finalement tous les jours de
je dirais, d'options avec Donald Trump. D'un côté, on dit oui, on va trouver un arrangement. De l'autre côté, on va dire on est capable de frapper si on les a pas. Pour aller les chercher, ça devient incohérent. Mais ça, D'un côté, on parle là en quelques heures chez Donald Trump de l'option pas de nucléaire pendant 20 ans. Oui. Et là, dans l'avion, il dit pas de nucléaire du tout, ce qui est très différent. Oui, donc on est bien dans une situation, on cherche une sortie et finalement, ce que je voulais dire, je crois qu'Anne Delis, l'Iran n'est pas forcément obligé de suivre. Est-ce qu'il y a des moyens de pression pour que l'Iran accepte? Or, moi, j'en connais qu'un. C'est tapé dessus. Ah oui, voilà. Tapé dessus. Maintenant, je ne dis pas que ça sera efficace. Hein. Je ne peux pas dire autre chose. Donc, la menace de la frappe aura quand même des conséquences sur l'état de l'Iran d'une manière ou d'une autre, même si ce ne sera pas le résultat de la défaite. Néanmoins, c'est un moyen de pression qui existe. Maintenant, je doute un petit peu aussi de l'efficacité totale. En revanche, est-ce qu'on peut baisser la garde? La question elle est là. Est-ce qu'on doit baisser la garde face à l'Iran, qui peut devenir un État nucléaire agressif dans les années qui viennent, donc il n'aura pas changé, je dirais même de gouvernement, mais ça, faut pas rêver, changer de politique internationale. Est-ce qu'il va annuler la destruction d'Israël finalement dans ses objectifs? Est-ce qu'il va arrêter d'exporter l'islamisme chiite radical? N'oublions pas que c'est un régime révolutionnaire, hein, c'est pas un État islamique en tant que tel, c'est une république islamique révolutionnaire. Donc il y a aussi l'exportation finalement de son idéologie. Donc à la date d'aujourd'hui, il faut quand même avoir des moyens de pression. Alors la question est, qui a des moyens de pression aujourd'hui sur l'Iran? La Chine peut-être. Moi je suis un peu plus optimiste sur la possibilité de la Chine. Parce que justement c'est une diplomatie souterraine, tout à fait. C'est aussi, n'oublions pas, dans tout le Golfe, le premier acteur commercial aujourd'hui de tous les États du Golfe, qu'il ne faut pas négliger. Donc c'est un moyen de pression pour tous les acteurs de cette zone. Donc je dirais qu'avec la Chine aujourd'hui, qui peut le faire d'une manière discrète, sans perdre la face, parce qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir un échec. Donc si elle le fait d'une manière discrète, elle peut accepter le risque que ça ne marche pas, mais elle ne perdra pas la face. Et en même temps, on rétablit les échanges avec Donald Trump. C'est ça qui est important, c'est que finalement, Donald Trump et Xi Jinping donnent l'impression d'avoir une convergence d'intérêts à un moment donné sur cette question-là. Et puisqu'on est dans les hypothèses, il y a une possibilité de fin du conflit en Iran. Moi, je voudrais savoir en fait en quoi les Iraniens, et je me tourne vers vous Richard, seraient gagnants d'une quelconque manière. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes Iranien aujourd'hui radicalisé, fanatisé, hein, ce qu'on fait comme si en fait c'était juste une dictature. Mais enfin, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont anciens, sont des vétérans de la guerre Iran-Irak, sont des gens galvanisés, sont des gens religieux, ce sont des gens qui ont une vraie croyance, contrairement à Donald Trump qui est juste une girouette, d'accord? Donc voilà, donc ce sont des fanatiques qu'il a en face de lui, des fanatiques qui savent que Donald Trump et Israël ne pensent qu'à une chose, c'est effectivement le changement de régime. Parfait. Est-ce que vous pensez que sans rien obtenir, ils vont se dire tiens, on va arrêter la guerre super gentiment, hein, alors qu'ils ont besoin de milliards pour irriguer leur population, parce que sinon la population, dès que le conflit sera terminé, elle va retourner dans la rue. Et de centaines de milliards pour reconstruire. Et de centaines de milliards pour reconstruire. Et donc moi, la question que je me pose, c'est vous êtes aujourd'hui un mollah iranien radicalisé, et vous savez que, effectivement, si les frappes s'arrêtent et que vous n'êtes pas capable de donner quelque chose à manger à votre population, elle ressort dans la rue, quel est votre intérêt d'arrêter? Moi, je serais un mollah iranien, je ne m'arrêterai pas. Qui veut répondre, Richard Verly? Pierre-Antoine Donnet, vous avez entendu la très très longue question d'Isabelle Sapin? C'est pas une question. Vous pouvez la prendre ou la non? C'est pas une question, c'est une hypothèse. Non, mais comment dire? Simplement, et là je vous rejoins quand même en partie, depuis le début de cette guerre, et même avant, quand il l'avait laissé entendre, c'est du bluff. Il a joué au bluff tout le temps et il a en gros pour le moment perdu. C'est bien la réalité d'aujourd'hui, au point d'aller à Pékin comme à Canossa pour tendre la main, pour demander l'aide de la Chine, qui d'ailleurs n'a dit ni oui ni non pour le moment officiellement. Et ça reste à voir ce qu'elle va réellement faire. Si vous voulez, quand on regarde l'ensemble de ce qui s'est passé, il a fait finalement le jeu de la Chine et accessoirement aussi de la Russie, qui maintenant effectivement peut vendre encore davantage d'hydrocarbures. Donc il a pris une énorme veste. Et il repart là, avec de nouveau beaucoup d'esbroufs, avec une menace de reprendre les bombardements. Il ne peut guère le faire. On est à quelques mois des midterms et tous les sondages le montrent. Il est en dégringolade quotidienne auprès de l'opinion publique américaine. Il ne peut pas jouer son va-tout parce qu'il sait qu'il est là aussi, il risque de perdre. Il redécoupe les circonscriptions, si vous voulez, ce qu'on voit, c'est que ces bombardements, loin d'un changement de régime, ont renforcé les gardiens de la Révolution et on produit aujourd'hui un régime encore plus dictatorial. Richard Verly, je ne résiste pas au plaisir de vous poser la question des Émirats Arabes Unis, car vous avez atterri ce matin à Paris. Vous veniez d'Abu Dhabi. Bon. De Dubaï. D'Abu Dhabi. De Dubaï, pardon. Abu Dhabi, j'y étais hier. Ouais, vous étiez hier. Bon. Tout ça, c'est les Émirats Arabes Unis.
le pays qui s'est pris le plus de bombes de l'Iran. Oui, 2200 drones Tout à fait. et plus de 500 missiles de croisière. Oui. 2200 drones et plus de 500 missiles de croisière, c'est considérable. Imaginez les Français face à un tel déluge, on ne se rend pas compte, mais la psychologie nationale changerait du tout au tout. Déjà, avec une bombe, elle changerait. Avec 2200 drones et 500 missiles, enfin, franchement, il y aurait de quoi bouger très largement la tectonique des opinions dans n'importe quel pays. Je voudrais savoir comment c'est, justement. Que disent les Émiratis? Quel est l'état d'esprit là-bas? Que disent les gens de l'Iran? Que disent les gens de cette guerre? Ils se reçoivent plus de missiles que les Israéliens eux-mêmes, des Iraniens. Et quel est l'état d'esprit? D'abord, ils disent on a tenu. On a tenu et le bouclier anti-aérien a tenu. La meilleure preuve, c'est que 95-96% des projectiles ont été détruits. Avec l'aide des Israéliens, y compris d'ailleurs avec, pendant la guerre, une visite secrète du Premier ministre Netanyahou qui a fini par la rendre publique. Donc, première chose qu'on entend, c'est que l'axe militaire naissant, mais quand même assez confirmé en matière de défense antiaérienne, entre les Émirats et Israël, ça fonctionne. La deuxième chose, c'est que de toute manière, l'intérêt des Émirats, je dis bien l'intérêt, pas leur passion, pas leur cœur, leur intérêt, c'est que la guerre s'arrête et que l'Iran se reconstruise. Ils le savent. Ils travaillent avec l'Iran. L'Iran est en face de chez eux. Il suffit de circuler aux Émirats et vous voyez que tout est lié. Les grandes familles commerçantes de Dubaï sont toutes des familles d'origine lointaine iranienne. Donc il ne faut pas croire que tout ça est étanche. Donc ils veulent que la guerre s'arrête, ils veulent que ça redémarre et ils veulent que l'Iran se reconstruise parce que ce sera une opportunité pour tous les entrepreneurs de toutes sortes qui sont installés à Dubaï. Et puis la troisième chose qu'on entend beaucoup, c'est que au fond, l'équation la plus mobile, la plus aléatoire, c'est Donald Trump. C'est ça. C'est-à-dire, moi j'ai entendu à Dubaï, on préfère au moins avec Xi Jinping, la Chine c'est clair, on sait qu'elle soutient l'Iran, mais on sait où elle va et on peut lui faire confiance pour tenir le cap. La prévisibilité. Alors qu'il y a une totale imprévisibilité de la part de Donald Trump. Donc ça, ce sont des choses qu'on entend. Après, moi une chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a un vrai calme et la conviction que les hostilités ne reprendront de toute manière pas à l'échelle antérieure. D'accord. Il pourra y avoir des frappes, mais on ne retournera pas à ces frappes généralisées du 28 février, parce que ni Israël ni les États-Unis n'y ont intérêt, de toute manière, et parce que surtout, ça n'a pas produit les résultats escomptés. Donc une deuxième salve de frappes massives ne produirait sans doute pas plus de résultats que la première, il en produirait même moins, parce qu'entre-temps, les Iraniens se sont encore plus préparés, et les Chinois sont passés par là, et tout confirme que depuis le 13 avril, le 8 avril, si je ne me trompe pas, le cessez-le-feu, ça fait quand même maintenant plus d'un mois, les Chinois ont, par la frontière pakistanaise, refait passer de l'aide militaire. Dites, je m'adresse aux franco-helvètes que vous êtes. Un Français est aux Émirats Arabes Unis, il participe à une conférence, un journaliste français, et on lui dit pas « Hey, by the way, au fait, merci, parce que grâce aux accords de défense que nous avons passés, nous les Émirats, avec la France, on a été aussi très largement défendus par le Charles de Gaulle, les Rafales français, qui ont envoyé des missiles Mika, des contre-missiles, pour intercepter les missiles que les Iraniens nous ont envoyés dessus. On vous a pas dit merci, si. on vous a pas déroulé un tapis rouge, un collier de fleurs, enfin Richard. Pas merci, parce que, en l'occurrence, c'était une conférence organisée par un think tank suisse, où j'étais, mais l'image de la France est très bonne. Et une chose que vous entendez là aussi, c'est difficile, cela dit, le problème, il faut bien le dire, et Gwendoline le sait, c'est qu'aux Émirats, vous ne rencontrez jamais d'Émiratis. Il faut quand même le dire. Vous rencontrez des étrangers qui travaillent avec des Émiratis, vous rencontrez des gens qui travaillent dans le domaine de la défense, mais les responsables émiratis, en tout cas moi, je n'ai pas ce niveau d'accès et très peu de journalistes ont le niveau d'accès. Les Émiratis, c'est difficile de leur parler en direct. Mais ils disent tous quand même la même chose. Les comptes se régleront après la guerre. Il y a les pays qui étaient avec nous et on s'en souviendra et la France en fait partie. Et il y a les pays qui ne sont pas venus nous aider. Et l'un, par exemple, qui est cité, ça paraît lointain sur ce plateau, mais c'est l'Égypte. Le maréchal Sissi avait dit « on viendra vous aider », il n'est pas venu. Il est venu après l'arrêt des frappes pour, entre guillemets, quasiment baiser la main du cher des Émirats en lui disant « nous sommes toujours amis ». C'est pour vous dire que les Émirats régleront leurs comptes après et ils sauront faire la distinction entre ceux qui les ont aidés et ceux qui ne les ont pas aidés. Réponse de Gwendoline de Bono. Alors, non, mais c'est intéressant. Après,
parler aussi à des personnes du Golfe, je pense qu'il y a effectivement cette envie que la guerre s'arrête, mais peut-être pas que la guerre s'arrête tant que la menace n'est pas ou contenue ou réglée, que ça s'arrête en plein milieu comme ça. Moi, j'ai l'impression dans le Golfe que c'est plutôt une grande peur des pays du Golfe. Je pense qu'ils n'ont pas du tout envie de se retrouver avec un détroit d'Ormuz tel que le dessinent aujourd'hui les Iraniens, et je pense que ça fait même partie des lignes rouges. Les Émirats, ils se sont quand même rapprochés des Israéliens. Vous voyez tout ce qu'on a appris publiquement, les déplacements du chef du Mossad, la batterie de Patriotes. Bon, là, c'est un fait que les Israéliens, la batterie du Dôme de Fer, ont mis aux Émirats. Donc c'est un pays qui s'est positionné, ce qui n'était pas sa nature non plus, proche des Américains, proche d'Israël. Et je pense aussi que eux, ce qu'ils veulent, c'est effectivement que cette guerre s'arrête, mais avec une solution définitive et pas dans un espèce de brouillard où ils n'ont pas de sécurité stratégique. Gwendoline a raison. Ils voudraient, les Émirats Arabes Unis, donc on parle de Dubaï, Abu Dhabi, vous savez, de ce pays composé de 7 Émirats, ils voudraient en finir avec l'Iran. S'ils le pouvaient, ils voudraient en finir avec le régime iranien tel qu'il est. Mais ce qu'ils ont compris, c'est que ça ne marche pas. Et c'est que les frappes massives de février, elles n'ont pas abouti au résultat escompté. Et donc d'un côté, vous avez la volonté, effectivement, Gwendoline a raison, ils ne veulent pas d'une fin de guerre qui serait une fin, au fond, qui laisserait en place un régime iranien menaçant, mais ils ont compris aussi qu'aujourd'hui, par la force, il est quand même très peu probable de réussir à renverser ce régime et à faire disparaître la menace iranienne. On continue évidemment de commenter les déclarations de Donald Trump à bord de Air Force One après sa visite de 2 jours à Pékin. On va reprendre la direction de Taïwan parce que figurez-vous que le président Xi Jinping a interrogé Donald Trump sur une éventuelle intervention militaire à Taïwan. Xi aurait demandé aux Américains, au président Trump, s'il serait prêt à envoyer des troupes à Taïwan, parce que vraisemblablement, Pékin s'inquiète de cette éventualité. Réponse de Donald Trump: il m'a demandé si je les défendrais. J'ai répondu, je ne parle pas de ça. Pierre-Antoine Donnet, les Chinois sont réellement inquiets d'une éventuelle intervention au sol américaine à Taïwan? Très franchement, non. Non. Il n'a jamais été question dans l'esprit des administrations américaines successives de débarquer des troupes sur place pour défendre Taïwan. C'est quasiment hors de question. En revanche, il faut savoir que les États-Unis sont les seuls pourvoyeurs d'armes à Taïwan. Ça, c'est un. Et deux, également sur le plan politique, l'un des très rares soutiens, et qui représente quand même une puissance et une force. Donc, la 7e flotte interviendrait probablement s'il y avait une guerre chaude, d'une façon encore à définir. Vous savez, le meilleur moyen de se couler avant terme, c'est de dire à l'ennemi ce que vous allez faire. Donc l'ambiguïté stratégique est de ne pas dire ce qu'on ferait. Mais aujourd'hui, se dessine en fait une stratégie un peu différente dans la tête des stratèges chinois, c'est de ne pas recourir à une guerre chaude. Et vous savez, l'un des inventeurs de la guerre encore aujourd'hui, c'était Sun Tzu il y a plus de 2000 ans, ce Chinois qui disait: la meilleure façon de gagner, c'est de ne pas livrer combat. Et en fait, la théorie aujourd'hui qui est développée côté Pékin et qu'ont bien compris les stratèges taïwanais, c'est d'étouffer le jour venu l'économie taïwanaise. Et l'étouffer comment? Par un blocus maritime. Et quand on regarde tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, ça a été des simulations de plus en plus raffinées pour étouffer cette économie avec tout simplement une chose: arrêter les livraisons de GNL. Donc le gaz liquéfié. Taïwan dépend à plus de 95% de son énergie de l'étranger, des importations, et en particulier GNL, grâce auquel ils produisent de l'électricité. Vous supprimez ces livraisons pendant 2 semaines, vous n'avez plus d'électricité à Taïwan, et c'est la panique. C'est la formule de Lao Tzu, c'est Lao Tzu. Ah oui. Ouais. Qui dit quoi? Qui dit, redites-moi? La meilleure manière de gagner une guerre, c'est de ne pas livrer de combat. Ouais. Gwendoline, d'un mot, vous vouliez réagir et après on a un autre sonore de Donald Trump à vous faire entendre. Oui, et ce qu'on voit aujourd'hui avec l'Iran, c'est que les détroits, c'est fragile, et la Chine, il se trouve, dans les mers qui l'entourent, est entourée de détroits. Donc je pense aussi que les Chinois ont ça à l'esprit. Alors, vous savez que Donald Trump continue évidemment de commenter son voyage diplomatique en Chine. Il a été interrogé sur ses relations avec le président chinois, interrogé sur évidemment Xi Jinping. Et voilà ce qu'il dit de son homologue: il n'est pas un dictateur. Je ne peux pas dire que c'est un dictateur. C'est le président de la Chine, c'est tout. Il faut faire avec.
Je le respecte, il est très intelligent, il aime son pays. Je le respecte. Il est presque censé, là. On a un Trump, il est Il a presque... la trouille, quoi, quand il a la trouille. Il a la trouille, il est Il censé. n'est pas vraiment un dictateur, je le respecte, il est là. C'est d'un comique absolu. À vrai dire, il est jaloux d'une chose, c'est Xi Jinping. Xi Jinping, non seulement il est président à vie parce qu'il a réussi à changer la Constitution, ce qui est impossible aux États-Unis, ce dont rêverait évidemment Trump, et deux, il réunit tous les pouvoirs. Xi Jinping, c'est évidemment un dictateur parce qu'il est à la fois secrétaire général du Parti communiste chinois, président de la République populaire de Chine et surtout président de la commission militaire centrale. Donc il réunit tous les pouvoirs. Alors je pense qu'il y a un effet de grande jalousie là. D'ailleurs, Donald Trump a été interrogé évidemment sur les prisonniers politiques en Chine parce qu'ils sont très nombreux. Et là aussi, il a semblé balayer d'un revers de main le dossier. On a l'impression quand même qu'on est dans une situation ubuesque où le président américain est en train de défendre le président chinois, ce qui aurait été quand même impossible il y a encore quelques années. On a l'impression qu'on est passé de meilleur ennemi à meilleur ami. Oui. Il est intelligent. Excusez-moi, c'est aussi le meilleur ami de Poutine. Il a défendu Et là, Poutine pour contre abonder ce Jean que dit à l'instant Divine, c'est que ça avait été dilé. On ne parlerait pas des Ouïghours, par exemple. Hein. Non, mais pour le coup, Donald Trump, ce petit garçon, pour reprendre les propos d'Isabelle, pour le coup, il est cohérent. Il n'y a que le pognon qui l'intéresse et l'intérêt des États-Unis. Donc il a dit dès le départ, de toute manière, les régimes, et ça ne concernait pas que la Chine, les régimes m'importent peu, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'en tire et ce que ça rapporte aux États-Unis. Plus exactement, ce que ça rapporte aux États-Unis, à l'administration Trump et à la famille Trump. Il faudrait avoir la formule intégrale. Voilà, surtout et la donc, famille Trump, effectivement, et en plus là, comme ça a été dit, il est dans le besoin. Il est dans le besoin d'une solution. Donc bien évidemment, après, vous avez raison Eric, quand on est président des États-Unis, on peut comprendre qu'on ne déclare pas comme ça que le président chinois est un dictateur. On fait de la diplomatie. C'est normal. Mais dans le cas de Donald Trump, franchement, je ne crois pas que son fort soit la diplomatie. Donc là, c'est plutôt révélateur du fait qu'il n'a aucun souci de la... Disons-le. Et ça n'empêche pas, chez Eric, que vous essayez souvent de dire qu'il fait peut-être de Donald Trump... il prend des décisions plus cohérente ou quelquefois courageuse, mais s'il y a une chose quand même, il n'en a rien à faire du peuple iranien, il n'en a rien à faire du peuple chinois, il n'en a rien à faire des Européens, c'est la population américaine qui l'intéresse et au sein de la population américaine, son électorat. Voilà. Alors, un mot, Didier. moi, j'aimerais dire quelques mots là. La Russie a intérêt à ce que la guerre continue. La Russie. La Russie a intérêt parce que cela, bien évidemment, ça garde la situation iranienne dans une situation de faiblesse. Là. Deuxième point, la Chine également, non pas sur le détroit, qui cherche à régler éventuellement, mais a intérêt à ce que la guerre, ça continue également là, parce que ça mobilise les forces américaines dans cette région-là, et ça affaiblit bien évidemment les forces américaines à côté donc de la Chine. Troisième élément, c'est vrai que les Américains, ils n'ont pas encore atteint leur objectif là, mais leur objectif n'a pas été changé malgré des zigzags dans la communication. Ils veulent absolument éviter un régime donc atomique là, et que par conséquent, je dis cela, bien évidemment, je ne partage absolument pas disons le propos du président américain vis-à-vis donc du président chinois là, qui est un dictateur, bien évidemment là. Mais néanmoins, dans le monde entier, quel pays, quel président a dit quelques mots justes vis-à-vis du régime terroriste iranien? Seulement c'était ce monsieur-là, c'est-à-dire Trump, avec effectivement Netanyahou. Tous les régimes dans le monde, y compris les Européens, ils se taisent, ils veulent négocier là. Et du point de vue du peuple iranien, eh bien, les Iraniens sont évidemment, on dit et on répété, et ils sont très des relations sympathiques vis-à-vis du président américain. Alors, c'est parce que ce que lui propose, c'est d'anéantir donc aussi, d'une certaine manière, le régime islamiste. Alors Didier, je vous arrête justement parce que Donald Trump a parlé des sites énergétiques iraniens et selon lui, eh bien, les États-Unis ont les capacités de les anéantir très rapidement. Écoutez même le timing donné par Donald Trump. Nous avons une totale victoire militaire. Nous avons anéanti toute leur marine, toute leur armée de l'air, tous leurs radars, toutes leurs usines pour construire les missiles.
Nous avons aussi tué tous leurs dirigeants. 95% de leurs usines de fabrication de missiles sont détruites. Nous avons tout anéanti. En revanche, nous n'avons détruit qu'un seul pont parce qu'ils se sont mal comportés. Si on le voulait, on pourrait détruire tous leurs ponts et toutes leurs infrastructures électriques en 2 jours. Voilà, et c'est les menaces, épisode 25. Épisode 25, d'un mot très rapide, Richard Verly, ce qu'il dit est vrai, non? Oui. Oui. Oui, ce qu'il dit est vrai. Les Américains ont les la capacités. possibilité de reprendre des frappes massives qui feraient toutes les destructions qu'il évoque. Sûrement, détruire tous les ponts iraniens, il me semble que c'est à leur portée. Ça vous semble crédible? Oui, et une partie de l'appareil sécuritaire israélien. D'ailleurs, d'ici, il y a des frappes sur les infrastructures énergétiques. Là, la population, de toute façon, sortira parce qu'elle sera dans une grande difficulté. Et là, c'est possible d'avoir une chute du régime. On continue bien évidemment à commenter ces déclarations de Donald Trump à bord du Air Force One. Marie-Aline et ses invités le fera dans quelques instants. Et pour notre part, on vous souhaite un bon week-end. On vous dit à lundi.